Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. C'est le principe de Sud Radio, c'est de faire un peu bouger cette France avec Philippe David. Ça va, Philippe? Ça va très bien, et vous, comme toujours, tous les lundis. C'est pousser un petit peu, repousser un petit peu les murs. Et les murs, forcément, Aurélie Gros du G500, coprésidente de ce G500 avec Stéphane Pellet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas, qu'on embrasse, bien entendu. Pousser, repousser les murs, faire un petit peu de place pour la voix citoyenne. Pour la voix citoyenne, la co-construction, expliquer que les idées qui se développent sur nos territoires sont des idées qu'on pourrait peut-être concrétiser sur l'ensemble du territoire et en tout cas alerter nos décideurs que ces citoyens s'intéressent à leur pays, ont envie de faire bouger les choses et changer le quotidien des Français. Est-ce que ce remaniement a changé quelque chose pour vous sur des rendez-vous par exemple? Écoutez, pour l'instant, le rendez-vous de la semaine prochaine est maintenu chez la Première ministre, du moins le Premier ministre, maintenant Gabriel Attal. Donc le changement de ministre n'a pas changé la date de rendez-vous et la semaine dernière, nous avons été reçus par le directeur de cabinet du Sénat, qui a pris et noté plein de résolutions citoyennes de Gérard Larcher et qui prépare un rendez-vous très prochainement avec le président du Sénat et l'ensemble des cofondateurs du G500. Donc ça avance, on pousse. Donc on attend maintenant que tous les ministres nous reçoivent. On attend d'avoir le nom de tous les ministres. Ils nous écoutent, donc vous pouvez l'envoyer. Ça va bien alors. Allez, au sommaire de cette émission, 7 millions de personnes se trouvent en situation d'isolement, soit 14% des Français. La lutte contre l'isolement social doit devenir un axe central des politiques publiques et de l'engagement citoyen en vue de favoriser l'inclusion et la consolidation de la cohésion sociale. L'isolement social, c'est bien de le rappeler, peut accélérer la perte d'autonomie et engendrer des dépressions et des suicides. Audrey Stoss est avec nous, directrice des relais d'espace singulier. Parmi les 632 644 infirmières et infirmiers qui exercent en France en 2022, seulement 19% sont des libéraux. En cette période de crise sociale, ils ont plus que jamais des revendications à refaire entendre, telles que la revalorisation de certains actes clés ou la réévaluation de l'âge de départ à la retraite. Un métier qui peine de plus en plus à être attractif. Alexandra Verret, présidente du collectif Infirmiers Libéraux en colère, sera avec nous pour en parler. Et pour finir, vous le connaissez maintenant, c'est notre coup de cœur, la belle étincelle qui cherche des sous, et on s'était dit avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet et Philippe David que tant que la cagnotte ne serait pas remplie à ras-bord, on recevrait Fabrice Goldstein qui sera avec nous aux alentours de 19h30. Voilà, et on fera un point. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Voilà, ça y est, tu es arrivé chez Eva, tu peux être autonome, peu importe ton handicap. C'est vraiment l'idée, c'est que chacun ici, peu importe sa différence, soit complètement autonome. Et avec nous, Audrey Stoss, qui est directrice des relais d'espace singulier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Une association qui est importante, et il faut bien écouter parce que cet engagement au quotidien peut sauver des vies, en fait. Exactement. En fait, chez Eva, Espace Singulier, c'est une association, c'est des tiers-lieux, c'est des endroits où on se rencontre, où on peut être aidant, on peut être personne en situation de handicap, on peut être personne qui a des difficultés, qui est malade, qui sort d'un cancer, de tout ce que vous voulez. Vous allez chez Eva et on vous propose plein de choses pour en fin de compte ensoleiller votre quotidien, peut-être répondre à une solitude, peut-être faire des rencontres et proposer de l'aide tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'on est ravis d'accueillir chez Eva Espace Singulier et Audrey Stoss sur notre plateau aujourd'hui, parce que c'est des exemples concrets qui se passent dans notre territoire et qui s'adressent à tous. Alors vous allez très bien, vous pouvez aller aussi chez Eva. Et c'est ça qui est bien, c'est en fin de compte, c'est la France en fin de compte qui se retrouve chez Eva. Donc bonsoir à vous et merci d'être là ce soir. Bonsoir, merci beaucoup. Racontez-nous un petit peu le commencement. Le commencement de l'association Espace Singulier. Voilà, en tout cas, bonsoir et merci beaucoup de nous donner la parole ce soir. Voilà, Espace Singulier, c'est une histoire qui a commencé il y a 15 ans maintenant. C'est une association qui est essonnienne, qui a été créée par 2 femmes et dont le but et la singularité, on va dire, ça a été de faciliter tout un panel, de faciliter la vie de tout un panel de personnes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une association spécialisée, nous répondons aux personnes malades, aux personnes en situation de handicap, en perte d'autonomie et aux aidants. Il y a 15 ans, les aidants, on ne connaissait pas ce terme, c'était les familles, les proches, et maintenant c'est un terme qu'on commence à connaître, mais il faut continuer à en parler parce qu'il y a encore pas mal de gens qui ne se reconnaissent pas. Donc il y a 15 ans, c'était l'idée de se dire, tiens,
si on crée un lieu pour que toutes ces personnes qui, du fait de cette dépendance ou de cette aidance, sont isolées, se sentent un peu exclues, entre guillemets, trouvent un lieu dans lequel on va y avoir un regard, une approche... dédramatisée peut-être. Dédramatisée, et puis surtout un lieu où ils vont être accueillis au sein de la société, au sein de tout le monde, pas un lieu spécialisé. Voilà, c'était décloisonné. Ça, c'était. C'est quoi, c'est un espace d'aidant pour les aidants? Alors, c'est pas un espace d'aidant tout à fait chez Eva. Chez Eva, c'est vraiment quand vous passez le RER B à Massy, vous tombez sur un café-restaurant qui s'appelle Chez Eva. Vous poussez la porte, vous pouvez venir boire un café, vous pouvez venir déjeuner, dîner. On peut y aller, Cécile. Vous pouvez y aller, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Vous y serez très bien accueillis, comme tout le monde. Est-ce qu'il faut que je prenne le RER? En fait, c'est ça la question. Je viendrai te chercher. Voilà. En RER B. Voilà, c'est ça. Direction Saint-Rémy-les-Chevreuse. Ou alors en descendant du TGV. C'est dommage pour le minibus de prendre le RER, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu, c'est-à-dire que vous avez un café-restaurant et puis dans le tiers-lieu, il y a une activité un peu différente, plusieurs activités qui s'y croisent. Donc ce café-restaurant est tout un aspect surtout bien-être et soins, puisqu'il y a aussi des cabines de soins et de bien-être avec des professionnels du soin et du bien-être. Ça, c'est, on va dire, tout ce que vous trouvez en poussant la porte. Vous, nous et tout le monde. Et quelle est la dimension particulière de ce lieu, qui a été la volonté au départ des deux fondatrices de l'association, c'est de se dire, ce lieu-là, il doit être inclusif. Inclusif, c'est-à-dire que tout le monde peut passer la porte. On a, quelque part, s'il n'y a rien d'extraordinaire, sur le principe, tout café devrait être ouvert à tout le monde, tout cabinet, etc. Mais on sait très bien que dans la réalité, quand vous êtes en fauteuil roulant, quand vous êtes plus dépendant, quand vous avez des troubles du comportement, vous passez pas la porte d'un café. Quand vous êtes aidant depuis longtemps, isolé parce que vous vous occupez d'un proche, aller dans un café, s'asseoir seul, objectivement, c'est pas très. Donc nous, on l'a rendu inclusif. On l'a rendu inclusif par des tas d'aménagements, en tout cas le maximum d'aménagements qu'on peut faire. Par exemple, alors, des toilettes XXL. Pour les fauteuils roulants, etc. Pour les fauteuils roulants, mais pas que. Parce qu'un fauteuil roulant, il y a pas mal de restaurants qui ont des toilettes PMR, on va dire. Oui, personne à mobilité réduite, j'explique. Pardon, excusez-moi, vous avez raison. On est dans un monde où il y a toujours beaucoup d'acronymes. Oui. Nous, nos toilettes, il y a une table de change pour un adulte en situation de handicap qu'il faut changer de façon allongée. Pour se dire, on change pas un adulte par terre devant des toilettes. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve peu. Oui, c'est clair. J'avoue, j'ai jamais vu ça dans un restaurant. Ouais, moi non plus. Voilà. Vous avez des bandes de guidage au sol. Vous avez des lumières tamisées pour des personnes qui sont gênées par trop de lumière. Ce sont des tout petits aménagements. Ce sont des tout petits aménagements, plus ou moins en tout cas. Ce sont qui ont l'air d'être petits détails, mais pas du tout. Des petits détails qui changent et qui donnent l'accessibilité à tout le monde et qui en fait ne gênent personne. Parce que d'arriver dans des grandes toilettes, c'est pas dérangeant, c'est même plutôt agréable pour tout le monde. Donc voilà, il y a toute cette accessibilité qui a été créée et mise en place chez Eva. Et puis l'accessibilité, elle se fait aussi par de l'humain. Et c'est vrai qu'à Espace Singulier, l'humain, c'est le cœur de notre métier. On a d'autres actions que chez Eva, on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, l'humain, c'est en fait des bénévoles de l'association qui sont présents régulièrement, quotidiennement, à la demande. C'est qui? C'est quoi? Ce sont des jeunes, des plus âgés, 18-80 ans. D'accord. Ah oui. Des gens salariés, des étudiants, des jeunes retraités. Ils sont combien de bénévoles? Parce que au sein de l'association, puisqu'on a donc 3 autres actions en plus de ce tiers-lieu que nous portons, on a à peu près une centaine de bénévoles. Ah oui, quand même. Ah oui. On a une centaine de bénévoles puisqu'on intervient aussi sur tout le département de l'Essonne dans le cadre d'une autre de nos actions qui s'appelle le relais répit. Mais quelque part, on avait l'autre jour Olivier d'Artigol, qui est une de nos vraies voix, qui disait que dans un petit village à côté d'Arrault, dans les Pyrénées-Atlantiques, le café qui allait fermer, c'était quand même le lieu de socialisation. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas le lieu anti-isolement pour les personnes en difficulté? Vous avez tout dit. Oui, c'est merci. Recréer le café on village. ferme, c'est fini. Bonne soirée. Mais c'est exactement ça en fait. C'est vraiment c'est le café qu'on devrait trouver partout en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Malgré tout, même en 2024 maintenant, on trouve pas. Et nous, on sait qu'on a des personnes qui nous disent je sais que je peux venir avec ma fille en situation de handicap parce que je sais qu'on va pouvoir mixer mon repas et qu'il y aura pas de regard
voire même des regards surtout bienveillants en fait. Mais ce dont on ne se rend pas toujours compte, parce que là effectivement on parle des personnes en situation de handicap, mais souvent même dans une grande ville qui grouille de monde où tout le monde, on a l'impression qu'il y a du bruit, moi j'ai croisé des gens qui n'avaient pas parlé à quelqu'un pendant une semaine en fait. Tout à fait. Et c'est terrible en fait, c'est un gros handicap aussi. L'isolement est un gros handicap et il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées confrontées à l'isolement, particulièrement avec le Covid. Oui, et nous par exemple chez Eva, vous avez un petit système de pinces, de petits portants sur les tables. Vous arrivez seul chez Eva, venir seul au café, ce que vous disiez, c'est relativement compliqué et on le fait pas. Mais même dans la vraie Mais venir au café, vous mettez une petite pince sur un petit portant et vous savez que nous, il y a un de nos bénévoles qui va venir discuter avec vous. Ouais, c'est différent. C'est différent en fait. Vous passez la porte. Allez, on va entrouvrir cette porte la fermer un petit peu pour partir à une petite pause, mais on revient bien sûr dans un instant avec cette belle association. Elle s'appelle Espace Singulier. Singulier parce que forcément, il y en a pas beaucoup et il se passe quelque chose de particulier. C'est même très pluriel. On en parle. Oh là là, dis donc, c'est beau. On en parle dans un instant. Les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros du G500. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet du G500. Bon, là, on n'a qu'une jambe. On n'a que Aurélie Gros, mais c'était déjà très bien. On embrasse bien sûr Stéphane. C'est déjà gros. Et puis en plus, d'habitude, elle est souvent noire. Là, elle a mis les couleurs de Sud Radio, rouge et noir. J'ai tout donné aujourd'hui. Elle est corporate. C'est-à-dire que presque vous allez vous effacer sur le mur de Sud Radio. C'est ça qui est bien. Rester discrète. Et on traite tous les sujets, tous les très importants. Et souvent, le dénominateur commun de tout ça, c'est forcément l'humain, Aurélie. C'est l'humain et c'est comment aussi réconcilier les Français entre eux, parce qu'en fin de compte, on remarque de plus en plus, et je pense que le témoignage... Pourquoi on est fâchés, nous? Non, mais de Audrey Stos, ce qu'elle nous expliquait par rapport à son lieu où elle accueille tout le monde, c'est que on a une forme... d'individualisme persistant en France et qu'on a du mal à voir l'autre. Dans des communautés. Et dans des communautés, dans des villes, dans des villages. Et ce que nous expliquait Audrey, c'est que quelque part, il y a des lieux aussi où les gens se rassemblent, quelles que soient leurs différences, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient seuls, qu'ils soient malheureux, dépressifs, malades, ou super en forme et hyper heureux, des bénévoles qui s'investissent au quotidien pour ces gens-là. Et pour le coup, c'est ça aussi une société. C'est aussi mêler toutes ces différences et les mettre ensemble, parce que généralement, ça apporte de la richesse. Ouais. Audrey Stos, directrice, donc ça s'appelle le relais de l'espace singulier. De belles histoires à raconter peut-être de certaines personnes qui ont poussé la porte chez vous et qui finalement, ça a abouti à le fait que ces gens arrivent entre guillemets en matière d'image à genoux et ils ressortent sur leurs deux pieds en fait. Alors, je sais pas si en tout cas, ce que j'aime bien, c'est faire une photo de la table. La table, c'est la partie du restaurant de notre tiers-lieu. Et c'est vrai qu'il y a une photo le jeudi matin en général, parce que le jeudi matin, très tôt, on reçoit un regroupement de chefs d'entreprise. Parce que c'est ça aussi, faire venir la cité, lutter contre l'isolement, il faut que toute la cité soit là. Donc il y a le monde de l'entreprise, donc il y a toujours vers 10h 2-3 personnes qui restent du monde de l'entreprise, qui discutent, affaires, etc. Et parce que vous louez des salles qui sont accessibles aux entreprises. Exactement. Il y a la partie restaurant, la partie soins, mais qui sont aussi des espaces modulables, parce que pour être aussi inclusif, il faut qu'ils soient modulables, donc ils peuvent être des espaces de coworking. On a une salle un peu grande au centre qui sert de salle d'animation, etc. C'est vraiment un lieu, vous pouvez venir assister à un concert de harpe un vendredi par mois, vous pouvez venir à une soirée jeu, venir apprendre le crochet, le tricot, et j'en passe, voilà. Avec aux échecs, à la belote. Exactement, tout à fait. Donc voilà, donc le jeudi matin, vous avez 2 salariés qui sont restés là, et puis vous avez aussi un groupe de 4 jeunes en situation de handicap avec des jeunes qui habitent un établissement spécialisé, qui viennent faire leur groupe de parole. Et puis vous avez toujours une dame de la résidence personnes âgées du coin qui vient chez Eva avec sa fille aidante, parce que chez Eva, le café est particulièrement bon. Parce que c'est une dame italienne et elle pense que c'est le meilleur café de tout le quartier. Et puis il y a nous, Espace Singulier, qui sommes là pour un peu faire le lien, pour parfois répondre à certaines demandes, parce que donc, comme je disais, on a d'autres actions et qui peuvent répondre aussi à toutes ces personnes. C'est vrai que cette photo-là, elle nous fait croire quand même le jeudi que
ça peut exister et ça peut fonctionner, un lieu comme ça, où tous ces gens-là sont assis sur la même banquette. Ah ben ça c'est bien. Et donc les autres actions, est-ce que c'est important d'en parler? Voilà, alors on a mis 15 ans à créer ce lieu-là chez Eva, parce que on est dans une société où on aime bien mettre les gens dans des cases. Alors un lieu inclusif, au cœur de la cité, ouvert à tout le monde, il fallait d'abord que on fasse nos preuves, nous, associations. Donc on a créé en 14 ans 4 relais, nous on appelle ça des relais, ressources, répit et mobilité, pour répondre à des problématiques auxquelles sont confrontées, on va dire, des personnes dépendantes ou aidantes. Je vais être très brève, le relais ressources, l'idée c'est que les personnes vont nous contacter et on va les mettre en lien avec la bonne personne, le bon interlocuteur, le bon professionnel. Je voudrais adapter ma salle de bain parce que mon mari est âgé et a plus accès. Comment je fais? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire comme dossier? Est-ce que j'ai le droit à des aides financières? C'est mon assistante sociale, c'est qui? À partir du moment où vous donnez un nom d'une personne dans une structure, eh bien, tout à coup, les choses peuvent se déclencher. Ça, c'est le relais ressources qui porte un numéro unique, un numéro vert pour les aidants, et j'en passe. Voilà. Donc nous, on a comme ça un gros socle de partenaires. Ce sont des salariés. Et puis on a 2 autres relais qui sont portés grâce à une magnifique équipe de bénévoles, on en parlait tout à l'heure. Le relais mobilité, de l'accompagnement aux soins, aux rendez-vous médicaux. Il n'y a pas de taxi, les parents sont pas disponibles, mes enfants travaillent et moi je peux plus aller chez le dentiste seul. Bah tiens, nous, un bénévole de l'association va accompagner ces personnes. Toutes petites choses, mais qui changent de quotidien, qui évitent de s'isoler, qui évitent de renoncer aux soins. Et puis le répit, c'est toutes ces situations, particulièrement des aidants, isolés parce que avec un proche 24/24 pour certains, je peux pas aller me faire soigner, je peux plus avoir de temps pour moi. Nous, il y a un bénévole qui va venir à domicile, rester auprès de la personne dépendante. Voilà, ces 3 relais qu'on a mis en place au fur et à mesure des années, qu'on a organisés, qui nous ont amené cette crédibilité pour aller chercher des financements pour ouvrir le projet fondateur de l'association, Ressources, Répit et Mobilité. Et aujourd'hui, vous êtes financé comment exactement? Parce que j'imagine qu'il faut quand même avoir un certain niveau de financement pour monter ce type de lieu. Voilà, sachant qu'on est actuellement 13 salariés au total, entre Espace Singulier et chez Eva. Voilà, donc les financements, c'est une vaste question, les financements pour une association. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, vous êtes aidé pour faire les dossiers, vous êtes réorienté, vous avez un bénévole qui vous réoriente, parce qu'en France c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Ces dossiers de financement, c'est très compliqué. Non, on a une super équipe, une super équipe et une personne en particulier qui écrit les dossiers. On est financé en majorité dans la partie, on va dire, associative, donc c'est les 3 relais, par du financement public. On est dans une dynamique de recherche de d'autres types de fonctionnement, de financement, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir se pérenniser, on va dire ça comme ça. Même si on a la chance d'être très bien soutenu avec quelques conventions pluriannuelles. Et puis chez Eva, c'est une activité commerciale. Alors ESS évidemment, mais c'est ce qui permet aussi de faire vivre ce lieu. Voilà. Ouais. Mais vous avez été fondé il y a 15 ans. Il y a 15 ans. C'est une super idée. Vous avez fait des petits ailleurs en France. Vous êtes dans l'Essonne, mais je sais pas, dans les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Atlantiques ou le Pas-de-Calais. Alors d'abord, c'est pas mon idée, je tiens à dire, il y a 15 ans, donc c'est important. Et on n'a pas fait de petits. Il y a 15 ans. Faut le dire vite. Là, je crois que c'est un peu de la démagogie. Là, c'est un petit peu là. Non, ça marche pas. Non, on n'a pas fait de petit encore. On n'a pas fait de petit, parce que c'est vrai qu'on s'est construit tout doucement, qu'il y avait ce projet de lieu quand même qui tenait particulièrement à cœur des fondatrices de l'association et qui était à la fois notre base pour développer nos relais, qui était aussi notre but. Donc voilà, donc là on l'a atteint et c'est vrai qu'on voudrait un peu stabiliser ce modèle et cette organisation et on espère les s'aimer. Pourquoi pas nous toutes voilà, on adorerait pouvoir s'aimer. On n'a donc pas si des partenaires veulent dans une autre région prendre l'exemple chez Eva, vous appeler et créer ce même type de lieu, vous êtes prêt à partir? Exactement. Alors on va aller même d'abord des partenaires peuvent nous aider à soutenir ce lieu encore. Le premier existant, ça ce serait déjà pas mal. Et c'est vrai qu'on a été très soutenus et on l'est toujours. Mais on peut faire des dons quand on est particulier? Bien sûr, vous pouvez faire des dons. On est une association loi 1901. Vous allez sur le site d'Espace Singulier, soutenez nos actions. Et il y a espacesingulier.fr. Espacesingulier.fr. Oui, espacesingulier.fr. Et juste petite interrogation. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, par exemple? Est-ce que vous auriez une parole à porter? La parole qu'on pourrait porter, alors, il y en a plusieurs. En tout cas, il y a
Il y a cette histoire, malgré tout, de financement. Alors, voilà, parce que c'est vrai que cette difficulté de trouver des financements, de renouveler des dossiers, même dans des conventions pluriannuelles, on nous redemande des dossiers. Et puis se dire que c'était innovant, c'était novateur, on vous finance. Maintenant c'est plus novateur. Donc il y a plus de financement. Et donc là, on se retrouve un tout petit peu coincé. Enfin voilà. Et ce côté-là, c'est toujours compliqué d'aller rechercher des financements pour des choses qui fonctionnent. En fait, nous, on n'arrête pas de dire voilà, ça fonctionne. Donc pourquoi ne pas continuer? Puis après, il y a malgré tout, on est membre du collectif Je t'aide, qui est un collectif national qui a été créé pour faire reconnaître et porter la voix des aidants. Et c'est vrai que voilà, autour des aidants, il y a eu pas mal de choses de faites. Il y a eu un plan qui a été mis en place, mais on pourrait encore aller plus loin. Merci en tout cas beaucoup Audrey Stos, directrice du relais d'espace singulier. Et dans quelques instants, on ira voir les infirmières en colère. Alors, on les connaît bien. Alexandra Verret, présidente de ce collectif infirmières libéraux. Pas mal de choses à dire aussi. Et c'est un engagement au quotidien. C'est un métier très très compliqué, mais très 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 important pour nous. Et puis on ira voir un petit peu notre chouchou. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et forcément, on vous en parle depuis plusieurs semaines. C'est un peu l'un de nos coups de cœur. Fabrice Goldstein qui sera avec nous. La Belle Étincelle, vous savez, c'est ce lieu d'inclusion, pour le coup, à des personnes en situation de handicap. C'est un restaurant. Il nous manque, 4 000 € pour pouvoir réunir cette somme et pérenniser ce restaurant qui est indispensable. On en parle dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Avec des sujets très importants, les sujets de l'engagement, de la citoyenneté, avec Aurélie Gros qui est avec nous, l'une des cofondatrices avec Stéphane Pellet du G500, cette ONG citoyenne pour porter finalement des actions auprès des membres du gouvernement et pour expliquer, taper à la porte en disant les gars, nous on a des bonnes idées sur le terrain. Aurélie. On a plein d'idées, c'est surtout les associations qui portent des bonnes idées sur le territoire, qui ont des solutions concrètes en fin de compte pour changer, à l'image du collectif des infirmiers libéraux en colère. On a vu pendant quelques mois un cercueil défiler dans toute la France, on a vu des mesures concrètes qui pouvaient rendre beaucoup plus attractive en fin de compte cette profession, et on a l'impression que malgré les changements de ministres, malgré les changements, il y en a beaucoup de changements, il y en a souvent des changements, mais que quelque part ces personnes ne sont pas forcément entendues. Pourtant c'est des personnes qui vivent au quotidien leur profession, qui connaissent les problématiques et surtout qui sont un véritable rempart à la désertification médicale qui touche tout le pays, et donc c'est pour ça qu'on est ravis. Et puis on parlait de le lien social tout à l'heure, on est Alexandra Verret, qu'on aime beaucoup, présidente du collectif infirmières libéraux en colère. Bonsoir. Alexandra. On se demandait si elle était toujours en colère d'ailleurs. Non, elle est toujours en colère. Elle n'a pas l'air. Mais elle sourit, c'est-à-dire qu'elle fait des efforts. Elle est en colère avec le sourire. Elle est avec nous. Merci d'être avec nous, Alexandra Verret. On voulait vous prendre à l'antenne en même temps que notre coup de cœur, parce que bien entendu, plus il y a de monde à l'antenne et plus on aime ça. Avec Fabrice Goldstein qui est avec nous de La Belle Étincelle. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et Fabrice, on n'en a pas terminé avec vous. On vous a dit que tant que cette cagnotte de 80 000 € ne serait pas complète, qui vous permet de garder à flot ce restaurant, pour le coup, avec du personnel en situation de handicap, on vous tendrait notre micro. C'est super adorable. Mais j'ai quand même des bonnes nouvelles. Parce que là, en fait, on est très heureux parce qu'on n'était plus qu'à 2600 € de notre objectif. Oui. Et il y a un don qui apparaît pas là pour vous, mais qui apparaît sur notre compte. On a un particulier qui a été extrêmement généreux et qui nous a fait un don de 2000 €. Donc on est maintenant je crois qu'on a 600 € de notre objectif. 600 €. 600 € de notre objectif. On est super heureux. Mais c'est énorme. Je pense que ça nous fait vraiment repartir sur des super bases. En fait, on est un peu fou parce que là, du coup, nous, on se dit, on va partir sur un nouveau projet d'ouverture. Alors, je sais que celui-là a été compliqué à consolider, mais on est déjà en train de réfléchir à se dire, il faut qu'il y ait d'autres
restaurants comme la Belle Étincelle. Ça veut dire qu'on va vous avoir encore au téléphone, ça je le sens. Il y a des chances. Non, alors normalement, quand il est à 80 000 €, il est obligé de venir avec toute l'équipe en plateau on est obligé de les voir en vrai. Je peux ramener des jeunes, effectivement. Alors, Fabrice, l'intérêt aussi de cette interview, c'est de redonner l'espace sur lequel on peut donner des petits sous-sous. Absolument. Alors donc, vous allez sur le site Hello Asso, H-E-2-L-O, Asso, A-2-S-O, et vous tapez La Belle Étincelle en lien, vous arriverez sur Faites briller la Belle Étincelle, et voilà, c'est là que vous pourrez nous aider à finaliser notre campagne. Si on dépasse les 80 000, ce ne sera pas perdu parce que, comme j'explique, le modèle, il est toujours compliqué à équilibrer, c'est pas simple. Mais ça nous aide. Merci 1000 fois pour ce coup de pouce parce que vraiment, on est heureux d'arriver enfin à... Ça veut dire que c'est un restaurant de combien d'équipiers aujourd'hui, Fabrice? Alors, il y a 12 salariés et il y a 8 équipiers en situation de handicap. D'accord. Donc, c'est beaucoup, c'est 8 CDI. Donc, je pense qu'un restaurant comme ça, il pourrait fonctionner sur 5 ou 6 salariés. Et nous, on en a 12, dont 8, voilà. Donc, c'est un peu particulier. Ils font pas le service... Enfin, il y en a qui font soit le service du midi, soit le service du soir. Et on n'est pas ouvert tous les soirs. On est ouvert que 3 heures par semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi. Et le plat de référence, finalement, de La Belle Étincelle? C'est de la cuisine du marché, donc ça change tout le temps. Tous les 15 jours, vous avez des nouveaux plats. Mais c'est bistronomique en termes de cuisine, c'est super. Je sais pas si j'ai plus en tête là. J'ai déjeuné cette semaine et j'ai déjà oublié. En général, il y a une phase, la cuisson du poisson est exceptionnelle. C'est souvent des bars avec une. À 19h35, ça nous donne très envie. Je sentais Cécile partie dans un imaginaire. Là, j'imagine des saucissons, des trucs de faux. Ma co-animatrice est un tube digestif ambulant. C'est ce qu'elle dit de moi d'habitude. C'est lui qui le dit. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, monsieur Philippe. C'est pas les infirmières en colère, c'est les animatrices en colère. Là, je crois que possible. Merci en tout cas, Fabrice Goldstein. On vous rappelle quand même, ça s'appelle Hello Asso. Vous allez dessus et c'est La Belle Étincelle. Il reste 600 €. On va les aider, on va continuer à les aider et on se tient au courant, bien entendu. D'accord. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Merci en tout cas. Et Alexandra Verret est avec nous, présidente du collectif infirmiers libéraux en colère. Aurélie Gros, c'est important d'en parler parce que c'est une profession aujourd'hui qui souffre et pourtant elle est tellement indispensable. Elle est tellement indispensable et quand on sait que la santé est la première préoccupation des Français, on se demande qu'est-ce qu'attend le gouvernement pour faire quelque chose pour la santé. En fin de compte, peut-être demander aux Français quel système de santé ils souhaitent réellement. On voit aujourd'hui, en fin de compte, une privatisation de la santé, une américanisation de la santé. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se soigner, soit passe à des mutuelles et peut se soigner convenablement. Et à côté de ça, on a des villages entiers où il n'y a plus de médecins, etc. Et on a les infirmiers libéraux. Et les infirmiers libéraux, mine de rien, on parlait tout à l'heure de personnes isolées, mais heureusement qu'ils sont là. Ouais. Sinon, dans les villages, les gens, ils seraient totalement perdus, ils ne se soigneraient plus. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui font rempart à la désertification médicale. Et à côté de ça, ils font des milliers de kilomètres, leur salaire n'est pas revalorisé, l'essence augmente, le salaire n'est pas revalorisé. Il y a rien. Et quel que soit le temps, le climat, bien entendu, ça c'est important. Tout à fait. On va en parler avec Alexandra Verret, présidente de ce collectif, donc les infirmiers libéraux en colère. Bonsoir Alexandra, merci d'être avec nous. D'abord une belle année, parce que c'est bien de repartir sur des objectifs à venir. Aujourd'hui, l'état des lieux de ce métier, en tout cas de cette profession, c'est quoi? Alors, déjà, bonsoir à tous et surtout merci pour votre invitation, parce que malheureusement, les infirmiers libéraux, on n'a pas très souvent la parole et à notre grand regret. Aujourd'hui, le climat chez les infirmiers libéraux, il est plus que en berne. Il faut savoir que sur le dernier audit de la profession qu'on a fait, il y a quand même 58% des infirmiers libéraux qui vont arrêter. C'est-à-dire 58%, ils vont raccrocher la blouse, ils vont fermer leur cabinet. Et on est à peu près 125 000 sur le territoire. Je vous laisse imaginer le trou dans la raquette, à savoir que quand même, le maillage territorial, il est quand même assuré par les infirmiers libéraux. On est encore une des dernières professions à se déplacer au domicile des patients. Et si demain, ces infirmiers libéraux ne se déplacent pas, alors qu'on soit sur une zone urbaine ou sur une zone rurale,
clairement, on va avoir des grosses problématiques de santé. Comme vous le soulignez tout à l'heure de façon très juste, au-delà des soins, on est aussi des lanceurs d'alerte, on est aussi on repère les situations en risque, on repère les situations de grande précarité. Et si demain l'infirmier n'intervient plus, il y aura plus personne pour lancer ces alertes, et il y aura plus personne aussi pour faire intervenir, que ce soit l'aide sociale, que ce soit le médecin traitant ou même le 15, ou même d'autres organismes. En fait, il y aura plus personne, parce que ce maillon, il va disparaître. Alors, comment a été créé votre collectif? Quand et comment? Alors, nous, en soi, on est un petit peu récent, même si je fais partie aussi du collectif Santé en danger dirigé par Arnaud Trich depuis quelques années. Nous, c'est venu l'année dernière, c'est né en fait en décembre 2022, exactement à Carry-Loué, dans le 13. Suite à une... Chez Jean-Pierre Foucault. Oui. Chez Jean-Pierre Foucault, exactement, à côté. C'est pour ça qu'on passe une sacrée soirée. Oui, on va passer une sacrée soirée. Et vous notez quand même que je me suis mise aux couleurs de la radio. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Jusqu'au petit détail. Oui, bien sûr. C'est né suite au reportage d'Élise Lucet, qui nous a fait clairement passer pour des fraudeurs, alors qu'on est tous sauf des fraudeurs. On est sur le terrain 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sur tout le territoire français et d'outre-mer. On travaille déjà gratuitement sur à peu près 25% de notre temps de travail, parce que beaucoup d'actes ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, mais ils sont indispensables. Et du coup, on s'est dit, bon, ça va pas être possible. Donc, la gronde agrandit. Et puis après, elle s'est étendue à un département, une région, et puis maintenant, c'est la France entière. Et c'est aussi la France aussi des dom-tom. Aujourd'hui, on est en association. On a une association qui a été déposée en janvier 2023. Donc, on va fêter nos 1 an d'existence. Et on est suivi par plus de 15 000. Aujourd'hui, alors les compteurs, ils sont exactement aujourd'hui à 16 200 personnes qui nous suivent et qui nous encouragent quotidiennement et qui partagent aussi cette colère. Ça représente combien aujourd'hui d'infirmières et d'infirmiers aujourd'hui en France? Alors, sur le dernier rapport, le dernier comptage, on était à peu près 125 000. Alors, ça varie toujours. Vous savez que le gouvernement, il y a toujours plus ou moins 10%. Donc, on était 125 000. 125 000, si on est 58% arrêtés. Oui, c'est ça. Alexandra, est-ce que justement, je rebondis sur ce que vous dites, est-ce qu'il y a des gens qui abandonnent aujourd'hui en disant le métier? Tous les jours, des infirmiers déplaquent, alors pour des raisons diverses. Alors, 1, c'est l'épuisement. 2, c'est surtout l'injustice, parce que on vient de passer, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, on vient de passer un truc qui s'appelle une pandémie, le Covid. Bon. Ça nous avait échappé. Ça vous avait échappé, il semblait aussi que c'était un détail. En tout cas, ça a échappé à nos gouvernants, ça c'est une certitude. On était déjà engagés sur le territoire. Le Covid, il a fallu faire encore plus. Ne surtout pas envoyer des patients à l'hôpital pour réserver l'hôpital justement aux patients atteints du Covid sur des formes graves. Donc, il fallait libérer des lits. Et on nous a demandé de faire deux fois plus d'efforts. Donc, on a travaillé 2 fois plus. Et on pensait quand même, à juste titre, d'avoir une certaine reconnaissance. Alors oui, on a été applaudis, ça a été sympa. Mais quand on a voulu payer nos factures URSSAF et Carte Impôt, avec les applaudissements, ils n'ont pas été d'accord et Bercy non plus. Il y a eu le Ségur de la santé qui a été fait. Le Ségur de la santé a été fait essentiellement pour les agents hospitaliers, les agents hospitaliers, les agents de structures de soins en tout cas, et toute la médecine de ville. Alors quand je dis la médecine de ville, c'est dans sa grande globalité, que ce soit les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les kinés, bref, en gros tous les professionnels qui interviennent en ville. Alors eux, ils n'ont pas du tout été ni concertés et certainement pas inclus. Et pas du tout revalorisés. Donc ça, on trouve ça particulièrement injuste. Ça a été une période qui a été relativement difficile pour nous. Et on attendait quand même quelque chose. Et puis surtout, c'est qu'on s'est battu. On s'est battu aussi pour la vaccination. On a fait des permanences au cabinet. On a fait des tournées spéciales vaccination, dépistage. On a doublé, voire triplé nos heures de travail. On va en parler justement. Vous bougez pas, Alexandra. Il faut qu'on fasse une petite pause. On va revenir et on va essayer de comprendre combien vous gagnez et combien il vous reste surtout. Parce que ça, c'est important. Il faut qu'on en parle. Alexandra Verret, présidente du collectif des infirmiers libéraux en colère. On en parle dans un instant. On fait une petite pause. À tout de suite.
Stéphane Pellet. On voit dans les textes de loi qui sont en train d'être préparés et dans toutes les mesures qui sont prises actuellement qu'on est en train de privatiser la santé, ce qui du coup n'assurera pas un accès aux soins de façon égalitaire pour tous et notamment pour les zones rurales. On parle des infirmières libérales en colère. Alexandra Verret est avec nous, la présidente. Merci en tout cas d'être avec nous. Aurélie Gros, ce qui était important peut-être, c'est d'expliquer finalement tous les frais et finalement ce que ça vous rapporte, Alexandra, parce que c'est ça aussi, c'est que quand on fait ce que ça coûte, la fatigue, la pénibilité, et finalement pour un résultat qui était quand même pas de revalorisation, finalement personne vient vers vous en vous disant bah voilà, on va vous considérer un petit peu, et ben on peut comprendre que certains lâchent l'affaire. Vous l'avez bien souligné, c'est non seulement il n'y a pas eu de revalorisation financière, en fait, il faut savoir que notre dernière augmentation date de 2009, accessoirement on est en 2024, ah oui. L'inflation est passée par là, et puis surtout c'est qu'il y a un mépris institutionnel, c'est-à-dire que dans toutes les discussions qui a lieu aujourd'hui au gouvernement, les infirmiers libéraux n'en font pas partie. Donc ça aussi, c'est une injustice qui nous agace fortement. Quand on parle d'inflation, alors on s'est amusé à faire des chiffres. On va prendre un exemple tout bête. Quand on voit les carburants, alors je prends l'augmentation de 2018 à 2023 parce qu'avant vous allez avoir peur, on est à plus de 34% d'augmentation. Quand on prend les gants, accessoirement on travaille avec des gants, on est à plus de 83% d'augmentation entre 2018 et 2023. Il faut savoir que tous ces coûts de fonctionnement, alors que ça soit sur le soin ou que ça soit sur le cabinet, on n'a pas le droit de les répercuter sur les honoraires. On a des honoraires qui nous sont fixés par l'assurance maladie et tout ce qui en sus, on suce pour le prix, en fait on ne peut pas le répercuter. Le Covid étant passé par là, forcément on a augmenté nos consommations de gel hydroalcoolique, on a augmenté nos consommations de gants. Tout ça, pour nous, ça a été de la trésorerie qui a été perdue et qui aujourd'hui fait qu'il y a certains soins qui ne sont plus rentables. Qui sont plus rentables. C'est même pas une histoire de rentabilité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des soins qui nous coûtent. Quand vous avez des infirmières qui sont en zone rurale et en zone montagne, et quand vous avez vu ce fameux tweet de Lucie, il faut savoir que ça va lui coûter plus cher d'aller faire sa prise de sang que de pas la faire. Donc, il y a un moment donné, on est des entreprises comme toute entreprise, on va être obligé de faire du tri dans les patients. Pour nous, c'est complètement intolérable et inacceptable. Et surtout, c'est que déjà on a une conscience, on est soignant, on mérite quand même de vivre quand même de notre travail et de pas travailler à perte. Il me semblait qu'en plus c'était interdit en France le travail à perte. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait quand même assez régulièrement. Mais surtout, c'est qu'on va plonger des gens dans une grande précarité parce qu'ils n'auront plus accès aux soins. Et ces gens-là qui sont les plus fragiles, demain ils n'ont plus d'infirmières, ils n'ont déjà plus de médecins parce qu'il y a un désert médical. Mais là aussi, on est en train d'ouvrir la grande brèche des déserts paramédicaux. Et clairement, l'accès aux soins. Alors, je ne parle même pas d'égalité. Je ne parle même pas d'équité, je veux dire, mais on va parler d'équité. Il n'y a même plus d'équité d'accès aux soins aujourd'hui sur le territoire français. Et il y a quelque temps, on se souvient, puisque ça avait fait la une des journaux, vous aviez porté un cercueil noir portant l'inscription « À nos regrettés infirmiers libéraux morts par négligence de l'État », qui a donc fait le tour de la France et qui a récolté un certain nombre de doléances écrites par les manifestants. Et vous deviez le déposer devant le ministère en octobre. Alors bon, avec les changements, etc. J'imagine que vous avez essayé, en tout cas, de porter vos idées auprès de nos décideurs. Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que vous avez été reçu? Est-ce qu'il faut qu'on vous emmène au ministère avec nous? On y va? On y va demain? Il y a une nouvelle ministre? Et on essaye de porter des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, en fin de compte? Et une nouvelle ministre déléguée. Et une nouvelle ministre déléguée. Et comment on peut faire, en fin de compte, parce que vous avez des propositions concrètes, vous, à faire? Oui, alors on voit quand même que c'est un peu les chaises musicales ministérielles. On change quand même régulièrement de ministre, donc ce qui ne permet pas d'avoir un plan santé pérenne, parce que quand on change à peu près 18 mois, tous les 18 mois de ministre, ça change de mouvance aussi à chaque fois. Donc on a du mal à avoir une continuité dans notre discours, dans la réception de notre discours auprès de nos tutelles. Des propositions, on en a plein. Déjà, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du domiciliaire, on est dans l'ère du virage ambulatoire, on est dans l'ère du bien vieillir à domicile, on est aussi dans l'ère de mourir à la maison. Les gens ont le droit de vouloir mourir à la maison, on fait des soins palliatifs à la maison.
faut savoir que une grande partie des soins qui sont faits à l'hôpital peuvent être faits aussi à domicile. Et j'ai souvent, j'aime bien aussi reposer le contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus grand hôpital de France, ça reste la ville. Et on a du mal à comprendre qu'on n'investisse pas cette sphère de la médecine de ville, alors qu'elle soit pareille pour les sages-femmes, pour les infirmiers, pour les kinés, pour les médecins. On comprend pas qu'on soit négligé. Alors, on nous fait des plans santé, ok, mais jamais on va valoriser le travail qui est déjà fait au quotidien par tous ces hommes et par toutes ces femmes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes quotidiennement. Et ben ça n'existe pas. Donc clairement, cette sphère est complètement invisible. Donc ça, on a du mal à comprendre. Et puis... il nous reste 40 secondes. Il nous reste 40 secondes, Alexandra. Bon, on a du mal à comprendre qu'il se passe pas quelque chose, malgré toutes nos auditions qu'on a eues à l'Assemblée nationale. On comprend pas qu'il n'y ait pas un vrai plan santé avec l'intégration entière et complète de la médecine de ville à tous ces niveaux. Eh ben vous savez quoi, Alexandra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire revenir pour vous donner encore un peu plus de temps, si vous le permettez, Aurélie, et si vous le permettez, Philippe, on va vous faire revenir et on va détailler ce dont vous avez besoin exactement et quels sont, finalement, qu'est-ce que vous préconisez pour pérenniser ce métier et j'ai envie de dire cet engagement, parce que là on a dépassé l'expertise, le métier, on est vraiment dans l'engagement et dans l'humain, donc il faut qu'on vous aide. Et il faut qu'on et on Aurélie, va prendre rendez-vous avec les décideurs et on va vous emmener avec nous. Et c'est ça. Et à la rigueur, si, il y a juste une chose qu'ils nous ont accordée. Alors là, c'était l'insulte suprême, c'est qu'ils augmentent nos tarifs de déplacement. Donc on va passer de 2,50 € à 2,75 €. Donc on a pris 25 centimes. Voilà. Bon, allez, on va s'occuper de vous. On va s'occuper de vous. On va pas vous laisser comme ça. En tout cas, on vous donnera le micro. On créera beaucoup plus fort que les autres. Merci beaucoup, Alexandra Verret, d'avoir été avec nous, président du collectif des infirmiers libéraux en colère. Et on remercie bien entendu qui était avec nous tout à l'heure Audrey Stoss, directrice de Relais d'Espace Singulier. Merci Aurélie Gros. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe David aussi. Merci à notre équipe. On se retrouve demain aux alentours de 17h. Demain 17h. Tout juste, oui, tout de suite. Et merci à Stéphane Pellet de ne pas être venu, il faut le dire quand même. Et puis, malheureusement, on n'aura plus le temps. Passez une très bonne soirée. On vous embrasse et on vous retrouve demain à 17h. Salut à tous.